Amis, merci d'être venus si nombreux à notre soirée culturelle. Alors, je vous annonce le programme que vous avez sans doute lu. Il y a Thibaut Damour qui va nous parler de physique et réalité. Le temps existe-t-il? Ça va commencer tout de suite. Et puis, il y aura une petite demi-heure de questions à lui poser. Après, on aura un programme musical qui sera le voyage d'hiver de Franz Schubert avec Bernard Vitrac, baryton, et Lou Verlet, pianiste. Et comme vous allez voir, entre la partie physique et la partie musique, il y aura une certaine relation. Thibaut va se faire un plaisir de vous parler. Et après, il y aura un petit buffet. Vous êtes tous très cordialement invités. Alors, cette soirée est organisée par l'association des amis de l'IHS et on est très content de devenir plus nombreux. Il y a des formulaires d'inscription qui existent dans la salle de concert et puis sur le web, sur le site de l'IHS, vous pouvez le faire en ligne aussi. Merci beaucoup. Quand Valentin Poenaro m'a invité à donner une conférence grand public ici, je me suis posé la question de savoir de quel genre de sujet je pourrais parler. Et il eût été facile, en partant des théories de la relativité d'Einstein qui ont complètement changé la physique du XXe siècle, de vous embarquer dans tous les vertiges relativistes de la physique et de l'astrophysique moderne, du Big Bang, dont on parle dans tous les médias, et ici des experts d'ailleurs, comme Michel Cassé, qui partant d'un atome infinitésimal d'espace donne toute la réalité astrophysique que l'on voit, ou de quels sont les mystères qui se trament lorsque la toile espace-temps se déchire, comme on dit, au centre d'un trou noir. Mais j'ai pensé que la suite du programme allait inclure le voyage d'hiver, Winterreise, que Schubert a composé peu de temps avant sa mort, à un moment où il était très déprimé à cause de la maladie et du fait que son œuvre n'était pas reconnue à la valeur que l'on lui reconnaît actuellement. Et en fait, le voyage d'hiver, c'est un voyage vers la mort. Et la pensée de la mort, donc une dépression liée au sens de ce temps qui passe inéluctablement, c'est ce qui habite en fait ce voyage d'hiver. Et c'est donc en pensant à la suite et en contrepoids à cette l'idée commune, bien sûr, que le flot du temps nous amène inexorablement quelque part, que, au lieu de parler de Einstein tel qu'on le voit aujourd'hui, je voudrais avec vous revenir en arrière et voir comment Einstein et ses théories étaient reçues quand Einstein a visité Paris en 1922, sur l'invitation en particulier de Langevin et professeur au Collège de France, et donc de tout le Collège de France. Ici, j'ai reproduit des titres de journaux qui sont vraiment aux dates indiquées, 1922. Einstein est arrivé fin mars et est resté quelques jours en avril. Et vous voyez que les titres de journaux, c'est « Le temps n'est qu'un songe »,« Le temps illusion »,« Einstein nie le temps et l'espace, mais il croit en la démocratie ». Tout à fait vrai. Surtout que c'était bien sûr après la guerre de 14-18, donc c'était un Allemand qui venait en France, et la France était encore très anti-allemande à cette époque, puisque même l'Académie des sciences ne s'est pas fait honneur en refusant essentiellement de rencontrer Einstein à cette occasion, parce qu'il y avait des patriotes purs et durs là-dedans. Et puis, le temps n'existe pas, dit Einstein, mais l'heure existe, a dit M. Honorat, car elle changeait justement ce soir-là. Grâce à Einstein, plus de retard, puisque le temps n'existe pas, le temps n'est plus. Et en fait, il y a une espèce de mystère de l'histoire des sciences, c'est que, clairement, cette idée que le temps n'existe pas était attribuée par tous les journaux à Einstein, et donc il devait y avoir, on devait le dire, ailleurs on avait dû le dire en Allemagne, ou les journalistes, mais il n'y a pas beaucoup de textes, mais on voit, c'est un état d'esprit
qui va donner lieu d'ailleurs à des petits dessins dans les mêmes journaux. Non, le temps n'existe pas, c'est sûrement du beau temps qu'Einstein veut parler, parce que c'était un printemps particulièrement pluvieux, ou comme à cette époque on avait découvert des ossements d'un dinosaure ancien, donc là aussi on faisait des plaisanteries sur Einstein, et le temps n'existe pas. Et donc j'aimerais revenir à ça, et surtout au dialogue philosophique qui a eu lieu à l'époque entre Einstein et Bergson, puisque Bergson, qui était un des plus célèbres philosophes du monde à l'époque, où les gens se pressaient à ses cours au Collège de France, il était en 1922, il était déjà à la retraite en fait, du collège, mais l'idée essentielle de Bergson est résumée dans cette phrase, c'est sur l'idée de la durée, et vraiment fondée sur le fait que le passage du temps est quelque chose de réel, qui est essentiel philosophiquement, et donc il a écrit en particulier « Le sens commun croit à un temps unique, le même pour tous les êtres et pour toute chose. Chacun de nous se sent durée. Il n'y a pas de raison, pensons-nous, pour que notre durée ne soit pas aussi bien la durée de toute chose. » Donc ça, c'est l'idée commune du temps. On croit qu'une introspection nous montrerait que nous sentons le passage du temps et donc on a l'idée d'une généralisation, puisque l'on se sent durer, puisque l'on sent ce passage du temps, on attribue ça, on hypostasie ça, en admettant que ça soit réel, à toute la réalité matérielle, disons, en dehors de nous, et on identifie la durée au sens bergsonien avec la durée de toute chose, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une réalité qui existe en dehors de nous et qui se passe dans un certain temps. Mais, et justement à ce propos, dans le livre de Bergson, Bergson discute ce qui était déjà ce qu'on appelait à l'époque peut-être le paradoxe déjà du voyageur de Langevin, qu'on appelle souvent maintenant des jumeaux, paradoxe des jumeaux, qui est l'idée que je vais développer dans la suite, qu'il est possible en fait de voyager dans le temps. Mais bien sûr, à l'époque, on avait déjà eu une œuvre littéraire qui date de 1895, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante, de H.G. Wells, où il parlait de voyage dans le futur. D'ailleurs, si vous relisez, comme je l'ai relu il y a quelque temps, La machine à remonter le temps, The Time Machine, la machine voyager dans le temps, je ne sais pas comment on dit en français, The Time Machine, vous voyez qu'il y a un premier paragraphe, un premier chapitre d'introduction dans lequel il dit explicitement, oui, il faut concevoir le temps comme une quatrième dimension ajoutée à l'espace. Donc c'est en fait déjà des mots qui sont assez proches de la description de l'espace-temps à laquelle je vais venir. Mais le point essentiel, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le roman de Wells ne parle pas de voyage dans le passé, aller voir les dinosaures, des choses comme ça, mais de voyage dans le futur, même s'il doit revenir un petit peu. L'essentiel est d'aller voir dans le futur. Et donc on peut se poser la question, du point de vue de la physique, est-ce que les voyages dans le futur sont possibles? La réponse est oui. Et c'est un exercice de pensée à laquelle j'aimerais vous forcer à faire pour vraiment intérioriser ce que ça veut dire. Donc, ici nous avons l'exemple, soit du voyageur de Langevin ou du paradoxe des jumeaux, qui d'ailleurs a été proposé par Einstein avant Langevin, quelques mois au début de 1909. Einstein avait déjà pensé ça complètement, avec des comparaisons biologiques, en parlant de bactéries qui pourraient aller très loin. Il y aurait de multiples générations par rapport sur Terre quand les bactéries reviennent dans leur état quasi primitif. Donc de quoi s'agit-il? Vous imaginez sur Terre deux personnes, deux jumeaux qui ont le même âge, disons, l'un qui monte dans une fusée, la fusée va partir et simplement tourner en rond autour de la Terre, si vous voulez, très vite, très proche de la vitesse de la lumière. Au lieu de faire ça, d'ailleurs, elle peut aussi aller au voisinage d'un trou noir, elle n'a pas besoin d'aller à une grande vitesse dans ce cas-là, mais enfin, peu importe, ça c'est quelque chose qui physiquement peut tout à fait exister. Et quand la fusée revient sur Terre, le jumeau qui est resté sur Terre est très vieux et celui qui est dans la fusée n'a pratiquement pas bougé d'âge. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, si vous poussez les choses au maximum, ça veut dire qu'une fusée, ou d'autres possibilités techniques, vous permettent de faire un saut dans le futur aussi grand que vous voulez. Si vous voulez voir la Terre dans 65 millions d'années,
vous pouvez, en ne vieillissant vous-même qu'à la limite d'une seconde, vous seriez assez détruit par les accélérations qu'il faut, mais peu importe, oublions ça, c'est une Gedanken expériment, sinon un an, vous pouvez vraiment, en une seconde de votre temps, voir la Terre telle qu'elle sera dans 65 millions d'années. Si vous pensez ça, si vous vous obligez à dire oui, dans une seconde de mon temps vécu, hop, je monte quelque part, je arrive sur Terre, donc il n'y a plus personne ici. Il y a des choses bizarres sur Terre, je vois des traces qui s'est écoulé 65 millions d'années. Donc, ça vous oblige à penser que le futur est déjà là, puisqu'il est accessible. Vous pouvez toucher le futur, vous pouvez voir des gens du futur dans 65 millions d'années, là, dans une seconde de votre temps. C'est ça ce que dit le paradoxe des jumeaux, et c'est là où on voit que Bergson avait raison de considérer qu'il y avait quelque chose de violent dans la théorie d'Einstein, et c'est pour ça que la conclusion de son livre, c'était « En tant que philosophe, je suis convaincu que la durée existe, donc j'affirme que ce que dit Einstein est faux et que le jumeau qui reviendra aura le même âge que le jumeau qui est resté sur Terre. » Donc de Pau, on a maintenant des vérifications expérimentales que n'avait pas à l'époque Einstein, et donc Bergson aurait pu avoir raison, mais on sait aujourd'hui, par des expériences sur des horloges atomiques en particulier, et d'autres sur des raies de certains atomes, que les effets dont parle Einstein de modification violente du temps, soit par la vitesse, soit par le champ gravitationnel, sont des réalités physiques. Donc maintenant, j'aimerais passer à, du coup, quelle image de la réalité Einstein nous donne. Pour ça, il faut expliquer ce que c'est que le concept d'espace-temps. Comment expliquer le concept d'espace-temps? Revenons à quelque chose que nous avons appris, enfin pour, en tout cas certains d'entre nous dans notre jeunesse, qui étaient les diagrammes de train, où à l'école on vous disait d'essayer de résoudre le problème suivant, soit un premier train A qui part d'une première gare A à 8h24 avec une vitesse de 65 km/h, et puis un deuxième train B qui part d'une autre gare sur la même voie dans l'autre direction avec une autre vitesse. Connaissant la distance entre les deux gares, on vous demandait de savoir à quel endroit et à quel instant les deux trains vont se rencontrer. Et ça, vous pouvez le résoudre de deux façons, soit en posant un certain nombre d'équations, soit en faisant simplement un diagramme. C'est ça les diagrammes de train. Diagramme de train, ça consiste à dire que vous mettez horizontalement l'espace, c'est-à-dire les distances mesurées sur la voie entre les deux gares. Donc, l'axe horizontal ici mesure, disons, des kilomètres. La première gare est au kilomètre 0, la deuxième gare au kilomètre 12, dans l'unité que j'utilise. Et verticalement, vous indiquez le temps. Ce qui veut dire qu'une gare qui reste toujours au même endroit, en référentiel où l'on est, elle est toujours au même point de l'espace, mais je vais repérer ce point de l'espace, je vais le considérer à plusieurs temps. À l'instant, l'heure de départ, 13 heures, disons, ou à 14h, 15h, ou à midi en dessous. Donc ça veut dire que la gare elle-même trace une ligne comme ça verticale qui est toujours au même point, correspond au même point de l'espace, mais où le temps est la dimension verticale de cette ligne. Et un train qui bouge, eh bien un train d'abord quand il est dans la gare, le train violet ici, le train qui venait de la gare de gauche, il trace une ligne verticale qui reste au même endroit, et puis à l'instant où il démarre, vous voyez qu'il va se déplacer dans l'espace pendant que aussi le temps s'écoule, selon la phrase habituelle. Donc ça veut dire qu'il trace une ligne inclinée, l'inclinaison de cette ligne, la pente de cette ligne étant dépendant de la vitesse du train. Du coup, le deuxième train, lui, est parti à une autre heure, par exemple, il est parti à midi et non pas à 13 heures, et il est parti avec une autre vitesse et en sens inverse. Donc lui aussi, tant qu'il était dans la gare, il traçait une ligne verticale, et puis quand il se déplace sur cette ligne, il trace une autre ligne. Et donc, vous voyez que l'histoire de l'ensemble de tous les événements qui arrivent au train quand il est dans la gare ou qui se déplace sur la gare correspondent à des lignes comme ça, tracées dans ce plan à deux dimensions, et l'intersection de ces deux lignes représente exactement la résolution du problème. C'est le moment où ils sont à la fois au même point de l'espace et au même point du temps. Donc c'est la rencontre, le croisement des deux trains. L'espace-temps einsteinien consiste à remplacer la description habituelle de la réalité en disant il y a des choses, des objets qui existent dans l'espace et qui évoluent au cours du temps, en disant non, les objets tracent des lignes
dans un espace-temps qui est obtenu en traçant horizontalement toutes les directions de l'espace. Donc ici, j'étais dans le cas où il y avait une seule direction de l'espace pertinente, qui était la longueur de la voie. Donc j'avais une seule dimension horizontale. Il nous faudrait plusieurs dimensions horizontales, il en faudrait 3 pour représenter notre espace à 3 dimensions, et une dimension verticale pour représenter le temps. Autre exemple, pour s'habituer à ça, si je veux, dans la description habituelle de la collision de 2 boules, maintenant je prends 2 boules de billard, une rouge et une bleue, qui sont sur un espace à 2 dimensions, par exemple sur cette table, donc il y a une boule qui arrive de la gauche, une boule qui arrive de la droite. Dans la description habituelle où on sépare espace et temps, vous avez, à l'instant où je commence à regarder la chose, une boule ici rouge qui vient de la gauche, une boule droite qui vient de la droite, et puis à un instant ultérieur, elles sont dans l'espace plus proches l'une de l'autre, elles se cognent à un certain instant, et puis elles repartent après la collision en sens inverse. Si la représentation d'espace-temps consiste à, en un certain sens, empiler tous ces espaces comme si c'était des cartes à jouer pour tracer une structure qui a une dimension de plus, où le temps est devenu la dimension verticale, c'est la dimension d'empilement de ces espaces les uns sur les autres, et ça vous donne un bloc qui a plus de dimensions que l'espace, parce qu'il y a ici les 2 dimensions de l'espace, plus la 3e dimension du temps, donc ici un espace-temps à 3 dimensions. Et l'histoire de la boule rouge est tracée comme ça dans l'espace-temps, et vous voyez que le lien entre le diagramme de gauche et le diagramme de droite consiste à dire que l'espace-temps est un bloc, et si je veux retrouver la décomposition en espace et en temps, il faut que je coupe des tranches successives de l'espace-temps. Chaque tranche de mon espace-temps représente, dans la conception habituelle, ce qui se passe dans l'espace à un temps déterminé. Mais l'essentiel de la relativité consiste à dire que seul ça a une réalité objective, et le découpage en tranches n'a pas de réalité objective. Un autre aspect important, même si je ne vais pas le discuter en détail, concerne la propagation de la lumière dans un espace-temps. Et donc dans la vision habituelle espace plus temps, vous considérez, par exemple, vous avez un point lumineux vert, comme ça, ou rouge dans mon cas, qui émettrait un flash lumineux dans toutes les directions de l'espace. Si vous émettez à un certain instant, ce flash lumineux va partir dans toutes les directions, et donc tracer dans notre espace, ça serait une sphère. Si j'ai un espace à 2 dimensions, ça va être un cercle, comme l'onde que fait un insecte qui touche une mare, et donc cette onde va partir de plus en plus loin. Donc ça, c'est la vision en tranches successives. Si vous empilez toutes ces cartes à jouer, vous voyez que l'histoire de l'émission d'un faisceau, d'un flash lumineux dans toutes les directions par un point, devient un cône dans l'espace-temps, dit cône de lumière. Mathématiquement, en fait, ici j'ai juste décrit un aspect de l'espace-temps qui consiste à empiler des espaces, mais l'essentiel de la découverte einsteinienne, après des travaux pionniers de Poincaré et suivis d'autres travaux du mathématicien allemand Minkowski, consiste à réaliser que non seulement il y a un espace-temps, mais que cet espace-temps a une géométrie particulière avec un théorème de Pythagore-Einstein qui est modifié par rapport au théorème de Pythagore habituel. Parce que pour un triangle dans l'espace-temps du type que j'ai représenté ici, un triangle rectangle dans ce point-là, mais ce triangle ayant un bras ici qui est dans la direction des tranches comme ça, c'est-à-dire un bras dans l'espace, donc un côté du triangle de l'espace, un côté dans la direction verticale que jusqu'à présent j'ai assimilé au temps. Le théorème de Pythagore dit que le carré, Pythagore-Einstein dit que le carré de l'hypoténuse n'est pas égal à la somme des carrés des deux côtés, mais à la différence des carrés des deux côtés. Donc il y a une différence cruciale par rapport au théorème de Pythagore habituel, c'est qu'il y a un signe moins. Et ce signe moins, c'est lui qui mathématiquement contient tout le paradoxe des jumeaux, en ce sens que si vous prenez maintenant un triangle d'espace-temps, donc cette figure-là représente par exemple dans l'espace-temps le paradoxe des 2 jumeaux. Vous avez le jumeau qui reste sur Terre A, il trace donc une ligne qui est toujours au même point dans l'espace, disons, qui s'écoule dans le temps, donc il trace cette ligne-là, le grand côté du triangle, et le jumeau B qui part de la Terre à grande vitesse et qui revient à grande vitesse, trace des 2 autres côtés du triangle, comme ça. Alors dans la géométrie ordinaire, on dirait qu'il y a une inégalité triangulaire bien connue, qui est que le plus grand, le côté A, là, est plus grand que plus petit que la somme des 2 autres côtés.
parce que il y a une plus grande distance pour aller de là, la ligne la plus courte et la ligne droite, donc celle-là n'étant pas droite, est plus longue. Bien. Dans l'espace-temps de Poincaré, Minkowski-Einstein, cette inégalité existe, mais elle est en sens inverse. C'est-à-dire que contrairement à ce que la figure l'indique, la somme des deux côtés ici est plus courte que ce côté-là. Et c'est ça, mathématiquement, ce que veut dire le fait que le jumeau qui part, en fait, le temps qu'il vit est mathématiquement décrit comme la somme des deux longueurs-là, et la somme des deux longueurs-là est plus petite que la longueur dans la direction temporelle du jumeau qui reste sur Terre. Ça, c'était juste pour dire que la théorie d'Einstein, c'est pas juste des représentations comme ça symboliques de mettre ensemble l'espace et le temps, mais il y a toute une structure géométrique de l'espace et du temps que je ne vais pas développer plus, parce que le point sur lequel je veux revenir, c'était le point d'achoppement dans la discussion entre Bergson et Einstein à Paris en 1922. Qui, maintenant que vous êtes un peu habitué à ces diagrammes d'espace-temps, est symbolisé par cette confrontation entre la vision habituelle de l'espace et du temps, mais qui remonte dans sa mathématisation à Newton, et la vision einsteinienne que sont espace et temps. Donc, dans la vision habituelle, mais qui a été mathématisée par Newton, même si, puisque déjà à l'époque de Newton, ou peu après, en particulier par Lagrange, les gens avaient considéré qu'on pouvait mettre ensemble espace et temps. Mais même quand on mettait ensemble espace et temps, on considère, le sens commun considère que, quand ici, c'est donc toujours un diagramme comme un diagramme de train, où j'ai mis ensemble l'espace et quelque chose qui est horizontal, et le temps qui est quelque chose qui est vertical, mais l'essentiel consiste à considérer que seul le présent existe. Dans la vision habituelle, la seule réalité qui existe, c'est l'instant présent. Voilà, l'instant, hop, maintenant, comme une espèce de tranche illuminée dans un espace-temps, dans cet espace-temps qui est purement une construction mathématique qui ne correspond à aucune réalité. La seule chose qui a une réalité, c'est la tranche du maintenant, et ce qui est sous ce maintenant, c'est le passé, et le passé n'existe plus. C'est pour ça qu'il est tracé, mais il a existé, donc il est tracé en grand pointillé. On peut dire des choses dans le passé, mais ça n'est plus des choses qui existent. Et le futur, lui, est tracé en tout petit pointillé, parce qu'il existe encore moins. C'est vraiment quelque chose d'imaginé, qui n'existe pas. Seul le présent existe. Alors que chez Einstein, et c'est ça qu'Einstein prenait au sérieux, vous voyez ici, a été représentée l'histoire dans l'espace-temps de trois particules, trois objets qui bougent dans l'espace-temps. Ça peut être un des deux jumeaux, et puis ça c'est un troisième qui bouge par là, ou un morceau de matière. Dans l'espace-temps einsteinien, la réalité, c'est le bloc espace-temps qui est fibré par l'existence de la matière. Donc vous avez tout ce qui existe, chose ou être humain, trace des lignes dans l'espace-temps. Et dans cette description-là, il n'y a simplement plus de façon de définir un maintenant. Le maintenant, la notion de présent, disparaît complètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie humaine? Eh bien, ça veut dire, par exemple, comme exercice, que si vous faites un diagramme d'espace-temps qui représente la vie d'un être humain, vous ne devez pas considérer que c'est des tranches successives d'un homme qui existe à des temps successifs, mais que c'est l'empilement de toutes ces tranches dans le temps. Autrement dit, un homme devient ce qui s'appelle mathématiquement un tube, l'empilement de tout ça, et donc c'est ça qui représente la vie humaine. Alors à ce stade-là, certaines personnes pourraient penser, oui c'est bien beau, mais ça c'est une description mathématique, ça n'a rien à voir avec le temps tel que je le vois, et nous tous, nous savons bien que le temps existe, que le flux du temps passe, etc. Est-ce si sûr? Je pense que non, et certaines personnes l'ont pensé, en particulier Proust. C'est clair que dans le débat entre Einstein et Bergson, entre l'idée que d'un côté le temps n'existe pas et que de l'autre côté seul l'instant présent existe, il se trouve que, donc là il y avait une incompréhension entre les deux. D'abord il y a eu un dialogue de sourds parce qu'ils se sont vraiment rencontrés, ils ont discuté. Bergson a parlé, d'abord s'est fait prier, tout le monde disait alors à la Société de philosophie française, alors maître, vous savez, parler, oh non, c'est tout. Évidemment, à la fin, il débute un long discours très long, où certainement Einstein avait dû pas bien comprendre l'idée, parce que c'est assez obscur, même en le lisant maintenant à tête reposée, on se dit mais qu'est-ce qu'il va raconter? En fait, il faisait une espèce de résumé de son livre qu'il était en train d'écrire, sans dire qu'il écrivait un livre contre Einstein, etc.
À la fin, Einstein a dit oui, mais enfin, il faut peut-être voir tant psychologique, tant des physiciens. Enfin. Donc il n'y a pas eu de vrai dialogue. En revanche, il y aurait pu y avoir un dialogue encore plus intéressant entre Einstein et Proust, parce que au même instant où, d'abord, Proust était le cousin de Bergson, vous le savez, et un cousin qui suivait de près les idées de Bergson, et qui s'y opposait en fait. Même s'il était très poli, donc il ne le disait pas sous cette forme-là. Les mêmes semaines où, j'ai vérifié, où Einstein était à Paris, Proust était enfermé dans son appartement et en fait, il a écrit la dernière page du Temps retrouvé. C'est le jour où il a fait venir, c'est pas Clémence, comment elle s'appelle déjà, Céleste. Il fait venir Céleste en lui disant voilà, maintenant je peux mourir, j'ai écrit le mot fin aujourd'hui, Céleste. Et on verra tout à l'heure la dernière phrase du Temps retrouvé. Mais on trouve aussi, d'abord ici j'ai des citations de Proust qui sont extraits de son œuvre, à la recherche du temps perdu et le temps retrouvé. Quelle est la vision de Proust du temps? Contrairement à ce que l'on croit, parce que beaucoup de gens disent oui, Proust dit le temps perdu, c'est d'ailleurs le temps passe, etc. C'est complètement faux. Au contraire, Proust veut dire l'inverse. Proust dit notre vrai moi est affranchi de l'ordre du temps. Il dit l'essence permanente et habituellement cachée des choses. C'est-à-dire que dans l'introspection proustienne, nous avons accès à quelque chose qui n'est pas le temps qui passe. C'est ça que dit Proust. Et plus intéressant aussi, peu de temps avant la visite d'Einstein, Proust écrit à son ami Armand, c'est Armand de Guiche, Antoine, je ne sais plus, c'est un des deux, Antoine de Guiche, qui était le fils de la princesse de Guermantes, d'ailleurs, parce que pendant la discussion de Proust au Collège de France, il se trouve en regardant qu'il y avait beaucoup de personnages proustiens, comme à la fois la princesse de Guermantes était là, etc. Enfin, le personnage que Proust a décrit comme étant la princesse de Guermantes. Mais on a cette lettre de Proust à son ami qui était physicien, que j'aimerais vous parler d'Einstein. On a beau m'écrire que je dérive de lui, donc les gens avaient déjà compris que les idées proustiennes sur le temps étaient liées à celles d'Einstein. On a beau m'écrire que je dérive de lui ou lui de moi, je ne comprends pas un seul mot à cette théorie, ne sachant pas l'algèbre. Et je doute pour sa part qu'il ait lu mes romans, ce qui est effectivement sans doute vrai. Nous avons, paraît-il, une manière analogue de déformer le temps. Et il y a d'autres citations où il parle, à propos des jeunes filles en fleurs, par exemple, il dit expressément « J'aimerais que l'on imagine les jeunes filles en fleurs comme étant déformées à cause de leur rotation rapide dans le temps. » Et entre parenthèses, il met « Trop Einstein, ne pas le dire. » C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait des liens entre sa façon de voir, mais qu'il voulait ne pas le mettre. D'ailleurs, comme il avait dit, il ne faut pas laisser des théories dans des romans, c'est comme laisser l'étiquette sur un cadeau, du prix sur un cadeau qu'on donne. Et surtout, la citation peut-être la plus importante pour mon propos, c'est la dernière phrase justement du Temps retrouvé, celle que Proust a écrite sur son lit en avril 1922, au moment où Einstein passait à Paris. Non pas que je suis en train de dire que c'était parce qu'Einstein passait à Paris, je veux dire que c'était une pensée proustienne depuis longtemps, mais il y a une espèce de coïncidence intéressante, où il écrit cette image, donc à la soirée Guermantes, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, et j'y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps, donc la plus importante, c'est les hommes occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qu'il aurait réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques vécues par eux, si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer, dans le temps. Et cette description, la fin du Temps retrouvé, est en coïncidence, je trouve, tout à fait avec la vision habituelle de ce que c'est la vie humaine dans l'espace-temps. Donc tout ça pour dire que qu'il y a le côté mathématique. On peut se dire, bon, la relativité, c'est une description mathématique. On n'avait pas encore parlé de physique et réalité. En tout cas, les gens comme Proust considéraient que cette idée d'un espace-temps où nous sommes éternels, où il n'y a pas le passage du temps, est quelque chose qui peut nous parler à nous en tant qu'être humain. Et c'est ça un des messages que j'aimerais dire. Il se trouve que, même s'il n'y avait pas Einstein, et bien avant Einstein, quelqu'un avait pensé quelque chose de beaucoup plus violent même que toutes les théories einsteiniennes sur le temps, c'était Boltzmann. Et je m'étonne même
ça n'a pas été remarqué, sauf d'ailleurs au fait, mais je pense qu'il n'a pas compris tout ce qu'il disait, par Nietzsche. Il se trouve que Nietzsche, on voit dans ses lectures, dans ses carnets, on voit tous les livres qui se faisaient parvenir pour pouvoir les lire, et il lisait beaucoup de livres de vulgarisation sur les travaux de Boltzmann, le second principe de la thermodynamique, la mort de l'univers, etc. Et c'est en les ayant lus, et sans doute là-dedans il a vu passer le théorème de Poincaré du retour, c'est là où il a pensé à l'éternel retour, semble-t-il, à Sils Maria. Mais revenons à Boltzmann 1897, Boltzmann nous dit qu'il est possible, il parle de l'écoulement du temps, parce que Boltzmann a découvert le principe physique qui est derrière ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est-à-dire le fait que, par exemple, si je mets un verre d'eau un verre, disons, sur cette table, si le verre tombe et s'il est plein d'eau, il y a pas mal de chances qu'il y ait de l'eau partout sur le sol, et donc je me retrouve avec de l'eau sur le sol et un verre, et très rarement je vois le phénomène inverse, c'est-à-dire très rarement je vois de l'eau qui se rassemble, qui saute dans un verre sur le sol, et le verre saute sur la table. Donc il y a quelque chose dans notre vie de tous les jours qui sépare la direction du passé vers le futur et la direction du futur vers le passé. Et Boltzmann se posait la question, quelle est l'origine en physique de cette distinction entre ce qu'on appelle la flèche du temps, le fait que les choses évoluent dans un sens et pas dans l'autre. Et il a eu l'idée suivante. D'abord, il a eu une théorie physique de ça, qui est le fait d'existence de certaines conditions initiales particulières, mais après il s'est posé la question, pourquoi ces conditions initiales particulières? Et c'est là où il a élevé le débat à un niveau très intéressant, qui est lié à la cosmologie moderne. C'est pour ça aussi que j'en parle. Donc, Boltzmann, en termes modernes, un espace-temps, comme ça, dans laquelle, en gros, cet espace-temps serait ce qu'on appelait à l'époque la mort thermique, c'est-à-dire il n'y a aucun phénomène de distinction entre le passé et le futur, et il n'y a pas de vie qui peut se développer, mais il peut exister ce qu'il appelait des mondes, qu'à l'époque déjà il imaginait comme aussi grand que le monde observable de l'époque, c'est-à-dire toute la galaxie, puisque à l'époque on n'avait pas découvert encore l'univers extragalactique. Donc, de nos jours, on peut dire que ces mondes peuvent être aussi grands que tout l'univers observable, donc 10 milliards d'années-lumière par-ci, 10 milliards d'années-lumière par-là, ou une quinzaine. Et vous avez donc ces mondes qui sont représentés là, et il peut en exister plusieurs, et Boltzmann dit expressément que ce qui se passe dans ces mondes, c'est que le sens intuitif d'écoulement du temps n'est pas le même dans telle ou telle partie du monde, que par exemple dans cette partie du monde il va s'écouler comme ça, parce qu'ici il y a une fluctuation de l'entropie vers le bas pour le côté technique. Il est en train de parler pour les physiciens d'un univers qui est à l'équilibre thermodynamique, et de temps en temps il y a un déséquilibre violent qui se passe localement avec l'entropie qui se met à diminuer, qui atteint une valeur très basse, et des deux côtés de ça dans le temps elle recommence à augmenter naturellement. Ce qui fait que la flèche thermodynamique du temps, le sens habituel du temps est comme ça là et comme ça là. Mais vous voyez que ce que ça implique, et Boltzmann le dit expressément, c'est que très loin dans l'espace, ici on est en train de vivre le temps d'une certaine façon. On a l'impression que nous allons vieillir demain, que nous étions plus jeunes hier, nous serons moins jeunes demain. Ça c'est la vie de ces gens-là. Au même moment, au sens habituel de la physique de Boltzmann à l'époque, très loin dans l'espace, il peut exister un autre domaine de l'espace où les gens vivent le temps en sens inverse. C'est-à-dire, eux aussi disent oui, je suis moins jeune aujourd'hui qu'hier, etc. Sauf que ce qu'ils appellent hier, c'est ce qu'on appelle demain, et ce qu'ils appellent demain, c'est ce qu'on appelle hier. Si vous pensez à ça, c'est-à-dire que vous dites, je ne suis pas en train de dire que notre univers est comme ça, je suis en train de dire que les lois de la physique, telles qu'on les connaissait à l'époque de Boltzmann et telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, sont compatibles avec un univers de ce type-là. Il est possible qu'on se rende qu'il existe très loin dans l'espace des civilisations qui vivent le temps, ce qu'on appellerait à l'envers pour nous. Donc si on pouvait les voir, on les verrait dans notre temps sortir de leur tombe et puis devenir de plus en plus jeunes. Mais sauf que eux, ils vivent le temps normalement tel qu'on nous on le vit, c'est-à-dire ils ont l'impression de vieillir normalement, et s'ils nous voient, c'est eux qui nous voient vivre à l'envers. Et donc, eux, ils sont convaincus que, par exemple, leur futur est déjà, leur passé est déjà vraiment passé, mais ce qu'ils appellent leur passé, c'est ce qui est au-dessus de cette flèche bleue pour ces gens-là, et c'est notre futur. Donc, eux, ils l'ont déjà vécu, ils savent que ça a déjà existé, leur futur, leur passé, mais qui est notre futur. Si vous pensez sérieusement à ça, vous êtes obligé d'en conclure que, donc, c'est qu'il ne peut pas y avoir un temps qui s'écoule pour tout le monde.
Parce que si le temps s'écoule, il faut qu'il s'écoule pour tout le monde. Donc ça, ah oui, donc je voulais juste pour dire, on peut dire que les mondes, et Boltzmann dit expressément que ça c'est un peu un analogue de ce qui se passe aux antipodes, c'est pour ça que je peux l'appeler des antichrones, c'est des mondes antichrones qui n'ont pas le même temps, puisque qu'est-ce qu'on appelle les antipodes? C'est des gens qui autrefois on avait du mal à concevoir, qui en bas de la Terre, alors que nous le bas est là, eux ils ont les pieds comme ça et la tête en bas. Ce qui paraît absurde de notre point de vue. Donc, avant d'avoir l'idée qu'il y a une force de gravitation qui nous tient à la surface de la Terre, ça paraissait absurde de penser qu'il y ait des antipodes. Les gens pensaient qu'ils devraient tomber. Vous voyez que la même chose est vraie pour les antichrones. C'est juste de parler non pas de gravitation, mais de temps. Donc, une fois que vous avez le mot, ça vous permet de penser la chose. Bien. Avançons pour dire que, jusqu'à présent, j'ai parlé de la relativité restreinte. Einstein a généralisé cette théorie dans la théorie de la relativité générale, qui ajoute un élément essentiel, qui est ce qu'on peut appeler l'élasticité de l'espace-temps. Toute la théorie de la relativité générale d'Einstein est condensée dans ce petit dessin, et dit la chose suivante, et dans cette petite équation, et dit la chose suivante. À l'école, on vous apprend que si vous avez un triangle, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, 180 degrés, ou pi, 3, 14, 16. Bien. Ça, c'est la géométrie telle qu'à Alexandrie, il y a 2000 ans, celle d'Euclide, etc. On pensait qu'elle était la géométrie de notre monde réel. Einstein dit que la géométrie, dans notre espace, mais autour d'une distribution de masse, par exemple autour de la Terre ou autour d'un trou noir, elle ne satisfait pas au théorème de Thalès. Parce que la géométrie n'est pas la géométrie euclidienne. Et la somme des angles diffère de 2 droits, mais elle diffère de 2 droits d'une certaine quantité calculable. C'est-à-dire la somme des angles moins 2 droits divisé par l'aire du triangle est égale à une certaine quantité que vous pouvez calculer qui contient la masse de l'objet et le cube de la distance à cet objet. Ou plus généralement, si j'appelle courbure, ce qui veut dire simplement violation du théorème habituel de Thalès, cette quantité-là, toute la théorie d'Einstein est contenue dans cette formule qui dit que la violation du théorème de Thalès est proportionnelle avec un coefficient qui inclut la vitesse de la lumière à la constante de gravitation de Newton à la densité volumique de masse-énergie. Voilà. Toute la théorie d'Einstein est là, mais l'idée essentielle, c'est de dire que, vous voyez, la présence de densité, de masse et d'énergie dans l'espace, elle change les relations géométriques, que la somme des angles d'un triangle n'est plus égale simplement à 2 droits. Donc, c'est comme si l'espace n'est plus quelque chose de rigide qui a toujours la même géométrie, mais plutôt quelque chose de mou, et quand cet espace inclut son intérieur de la matière, c'est comme une espèce de gelée de veau qui est déformée par la présence de matière prise dans cet espace. Donc, des données sur les étoiles, oui, mais bon. Oui, bon, cette violation, pourquoi on ne la voit pas? Sur Terre, la différence de la somme des angles par rapport à 2 droits vaut 1 milliardième. C'est pour ça qu'on a du mal à le voir, mais c'est mesuré maintenant, évidemment, dans les satellites modernes, on tient compte. Sur des étoiles beaucoup plus denses, ça peut atteindre 20%, et dans un trou noir, ça atteint 100%. Donc ces déviations-là, on sait qu'il existe des objets dans l'univers où la courbure de l'espace est très différente de la courbure euclidienne. Donc revenons à l'espace-temps habituel. Celui de la relativité restreinte est donné finalement par une structure assez simple qui contient une mise ensemble de l'espace et du temps, qui contient des lignes qui représentent la matière, et comme je l'ai indiqué brièvement, il y a aussi, quand la lumière se propage dans cet espace, ça trace des cônes de lumière, et si vous voulez savoir quel est l'ensemble des points qui sont à une distance fixe d'un certain point de l'espace-temps, ça donne non pas des sphères comme dans l'espace ordinaire, qui est l'ensemble des points à une distance fixée, mais quelque chose qui est une autre structure qui s'appelle l'hyperboloïde. Mais peu importe les détails techniques, ça c'était la relativité restreinte. La relativité générale consiste à dire vous avez la même chose, c'est-à-dire cette structure de l'espace-temps avec les mêmes hyperboloïdes, mais elle est déformée. Au lieu d'être toutes bien mises les uns parallèles les uns aux autres, elle est déformée. Pourquoi elle est déformée? Parce que dans l'espace-temps, nous dit Einstein, il peut y avoir de la matière qui existe, et cette matière déforme la chronogéométrie de l'espace-temps. Autrement dit, l'espace-temps est devenu comme une espèce de gelée de veau qui est déformée par la présence à l'intérieur de cette gelée de veau de viande qui représente la matière, de viande filandreuse. Pourquoi je parle de la relativité générale? C'est parce que ça permet de réaliser l'idée de Boltzmann. C'est-à-dire maintenant on revient à Einstein, Boltzmann, le temps, puisque
En relativité restreinte, il n'y avait plus du tout le maintenant, le présent avait disparu, mais il restait toute la structure espace-temps. La structure espace-temps existait là, comme un bloc en dehors de nous. La relativité générale va plus loin en disant toute la structure, tout l'espace-temps peut avoir, comme on dirait autrefois, une existence finie, c'est-à-dire peut avoir des bords. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui n'existe pas là, et qui existe simplement là. Donc une certaine structure d'espace-temps, mais très différente de l'espace-temps qui va aller à l'infini avant. Et en particulier, ce qu'on appelle bord de l'espace-temps, on en connaît un. Notre espace-temps a un bord particulier qu'on appelle Big Bang. Et il est possible, même si les données actuelles ne vont pas dans ce sens-là, mais là encore je ne parle pas de notre univers, mais d'un univers concevable, il est concevable qu'il existe des univers qui est aussi l'antichrone d'un Big Bang, ce qu'on appelle un Big Crunch, c'est-à-dire où toute la structure de l'espace se rassemble dans une petite région et où la toile espace-temps est déchirée. Et plus fort que ça, il est concevable aussi que ce qu'on appelle le sens d'écoulement du temps ne soit pas le même, enfin, par exemple, s'éloigne toujours d'un Big Bang ou d'un Big Crunch, c'est-à-dire d'un bord de l'espace-temps. Parce qu'on ne comprend pas, en fait, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, sélectionne les états particuliers dont parlait Boltzmann, et il est possible de sélectionner les états de sorte qu'il y ait une évolution du temps comme ça, une évolution du temps comme ça. Ce qui est une autre preuve, cette fois au niveau de la relativité générale, que là-dedans, ça n'a aucun sens de dire que le temps s'écoule, vu qu'à un autre endroit dans l'espace-temps, donc on réalise l'idée de Boltzmann, il s'écoulerait en sens inverse. Et le mathématicien Gödel est même allé encore plus loin en réalisant dans la théorie d'Einstein, en prouvant mathématiquement qu'il existe des solutions de la théorie d'Einstein, donc des espaces-temps a priori concevables, je tiens à préciser, mais qui ne sont pas du type de notre espace-temps. Beaucoup de gens se rassurent en disant « D'accord, Gödel a dit ça, mais il faut telle condition pour que ça soit vrai, et dans notre espace-temps, ça n'est pas vrai. » C'est vrai, ça n'est pas vrai que ça n'est pas vrai. Mais le point important de Gödel, c'était pas ça. Le point, c'était de dire qu'il est concevable qu'il existe des distributions de matière qui déforment l'espace-temps de la façon dont je vais parler. Et la façon dont je vais parler, c'est que vous avez ici un espace-temps, donc en gros, on aimerait dire l'espace, c'est des choses, des tranches horizontales, et le temps, c'est des choses verticales. Ici, vous avez les cônes de lumière que j'avais représentés avant, mais qui, cette fois, vous voyez, commencent à devenir un peu... ont bu un petit coup de trop. Et du coup, vous pouvez avoir un paradoxe des deux jumeaux, mais alors là, au carré. En ce sens-là, c'est que ici, vous avez le jumeau qui reste sur Terre, qui trace cette ligne-là, et puis ici, vous avez le jumeau qui part, très loin, dans une fusée. Il part très loin, il va toujours moins vite que la vitesse de la lumière, mais vous voyez que dans l'espace-temps, hop, il fait là, et il revient ici. Mais ce point-là, c'est quelque chose qui est dans le passé de son départ. Autrement dit, vous pouvez, dans un espace de Gödel, voyager dans le temps, mais vous pouvez voyager dans le passé, et par exemple, aller voir ce qui se passait il y a 65 millions d'années aujourd'hui. Donc, ce que dit Gödel, c'est qu'il est concevable d'avoir un espace-temps où, dans un temps très bref, qui peut même être à la limite une seconde, disons une année si vous voulez survivre, vous pouvez voyager dans le temps et aller chasser le dinosaure. Ou simplement leur caresser la queue, et puis après revenir ou aller encore plus loin dans le temps. Donc, comme exercice de pensée, il est utile de se dire, voilà, il y a des structures qui à ce niveau-là sont mathématiques de l'espace, mathématico-physiques, mais qui permettent ça. Est-ce que dans ces cas-là, vous diriez que le temps existe? Pour finir, j'aimerais dire que cette idée qu'ici, que clairement Einstein a eu, comme on va le voir plus tard, que le passage du temps est illusoire, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un seul temps commun à toute la réalité, que le passé n'existe plus, que le futur n'existe pas encore, ça, dans certaines expériences de pensée de la physique, peuvent au contraire nous suggérer, sans le prouver, mais en tout cas nous suggérer que c'est une illusion et qu'en fait, nous sommes hors du temps. C'est ça ce que ça veut dire. Cette pensée, elle a été pensée par des philosophes il y a très longtemps, en particulier par l'école d'Élée, dans le sud de l'Italie, Parménide, l'être est, le non-être n'est pas, et son élève Zénon, dont la flèche, vous savez, tout en partant, ne part pas, est immobile, tout en allant à grande vitesse. J'aimerais aussi faire allusion à des peuples dont parle Hérodote. Hérodote dit que parmi les Thraces c'était les peuples qui vivaient
vers la Bulgarie et la Roumanie. Notre hôte de ce soir est roumain, donc disons des Roumains. Parmi les Roumains de l'époque d'Hérodote, il y avait un peuple particulier qui s'appelait les Troses, et qui avait le caractère particulier de penser le temps très différemment de la façon dont on le pense nous. Donc aujourd'hui, les gens en général se réjouissent au baptême et puis pleurent aux enterrements. Eh bien, les Troses faisaient l'inverse. Les Troses, lors du baptême d'un enfant, pleuraient comme tout, et au contraire se réjouissaient aux enterrements parce qu'ils avaient une vision inverse du temps, que nous étions essentiellement hors du temps, éternels, et que notre pauvre petit passage sur Terre était le côté désagréable de la chose, et que notre vraie essence était en dehors de ça. Je ne suis pas en train de dire que les Troses précèdent Einstein et que c'est ça l'idée du temps, mais simplement pour vous dire que dans l'histoire de la pensée, des hommes ont vraiment, sérieusement, des peuples entiers, pendant des centaines d'années, ont une idée du temps complètement différente de la nôtre. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir une autre idée du temps. Il y a beaucoup de philosophes entre ceux-là qui ont aussi défendu cette idée. Je voudrais parler de Kant. Kant, qui a beaucoup réfléchi, justement, l'idée essentielle de Kant, son point de départ, c'était, il partait de la physique de son temps, la physique newtonienne, qui avait posé la notion d'espace absolu, de temps absolu. Et une fois que cette idée est posée et mathématisée par Newton, on a l'impression intuitivement que ça correspond à une réalité extérieure à nous. C'est-à-dire que l'espace est comme une grande boîte qui existerait en dehors de nous. Si on enlevait toutes les personnes ici et toute la matière, il resterait l'espace vide, et dans cet espace vide, il resterait le temps qui s'écoule. C'est la conception habituelle de l'espace et du temps. Kant a réfléchi à ça en partant au départ de l'idée qu'effectivement l'espace était une réalité objective, et en fait il a compris que philosophiquement peut-être les choses étaient plus compliquées que ça. En particulier, Kant dit que le temps n'est qu'une condition subjective de notre intuition, l'intuition en tant qu'être humain. Cette intuition est toujours sensible, c'est-à-dire ne se produit qu'autant que nous sommes affectés par les objets, donc c'est l'intuition d'un être qui est affecté en interaction avec les objets, mais en lui-même, le temps n'est rien en dehors du sujet. Au XXe siècle, un philosophe aussi est célèbre pour avoir écrit tout un livre pour démontrer que le temps n'existait pas. Donc il y a toute une école de pensée philosophique qui pense sérieusement que, ce que je disais tout à l'heure, que le temps est illusion. Revenons à Einstein, même s'il est finalement assez curieux de voir qu'il n'y a pas de texte d'Einstein extrêmement précis dans des documents publiés où il affirme l'irréalité du temps. On le trouve dans des lettres, et surtout dans les lettres à son ami le plus intime, Michele Besso. On le trouve aussi dans certains bouts de texte. On sait qu'il avait discuté avec des philosophes Carnap et qu'il avait dit explicitement que la question du maintenant était pour lui un problème, etc. Mais en tout cas, lisons ces lettres à son ami le plus intime, Michele Besso. Le maintenant est éliminé de la construction conceptuelle du monde objectif. C'est ce qui chagrinait Bergson. On voit que ça, c'était dans les années 50, en fait. On voit que le dialogue avec Bergson était resté quelque chose d'intéressant pour Einstein. Et ici, Einstein dit à son ami Michele Besso était un personnage très sympathique, qui s'intéressait à tout, qui se cultivait sans arrêt, qui avait été ingénieur, et qui n'a pas laissé d'œuvres scientifiques précises, mais qui lisait la philosophie, les sciences, etc. Et il posait beaucoup de questions à Einstein, et il essayait de comprendre la relativité en particulier. Et il décrit dans une lettre à Einstein la relativité en lui disant « Oui, c'est des tranches, c'est l'espace qui passe ». Alors Einstein lui dit « Non, tu n'as rien compris. Tu ne prends pas au sérieux la quadridimensionnalité de la relativité, mais tu considères le présent comme la seule réalité. Ce que tu appelles des univers sont en langage physique des tranches spatiales », donc c'était ce que j'avais dans mes dessins précédents, ces cartes à jouer comme ça, une tranche spatiale. Ce que tu appelles univers, ce sont des tranches spatiales auxquelles la théorie de la relativité, la théorie restreinte déjà, dénie toute réalité objective. Et ce qu'il y a de plus poignant, c'est surtout la lettre qu'Einstein a écrite juste après la mort de son ami, à la famille de son ami. Donc cette lettre est une lettre de condoléances écrite à la famille Besso, mais ce n'est pas une lettre de condoléances habituelle en disant « Oui, c'est triste, le temps passe, nous mourrons tous ». Pas du tout. Il dit « Voilà qu'il m'a de nouveau précédé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » En tout cas, là, c'est clair, cette citation. D'autres personnes, après
la découverte d'Einstein de la relativité ont aussi pensé, semble-t-il, à peu près la même chose, en particulier Hermann Weyl, disant le monde n'advient pas, il n'y a pas quelque chose qui advient, mais uniquement il est le monde. Gödel, j'ai cité son théorème, sa construction d'espace-temps einsteinien avec ses propriétés particulières où vous pouvez voyager dans le temps et aller dans le passé. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pas juste pour s'amuser, et c'était aussi un cadeau pour les 75 ans ou 70 ans d'Einstein, mais parce que le problème du temps l'interpellait et l'intéressait beaucoup. Et en fait, il a réfléchi pendant une vingtaine d'années à la philosophie du temps, selon les lignes d'Emmanuel Kant. Il était absolument convaincu que le temps était un concept purement idéal, qui n'existait pas. Il n'existe absolument que le temps est une illusion. Et sa façon d'essayer de le prouver, et il l'écrit explicitement, pourquoi à son avis ça prouve qu'il n'y a pas de maintenant qui passe, c'était l'espace de Gödel, l'espace-temps dont j'ai parlé. Il y a ici une citation de Schrödinger dans la même direction que je vous laisse lire. Des physiciens récents ont écrit des livres comme Julian Barbour. Brian Greene, qui a écrit plusieurs livres de vulgarisation, en fait, dans ses livres aussi exprime directement cette idée, et donc il n'y a pas que votre serviteur qui croit à cette chose qui paraît bizarre. Mais pour finir, résumons toute la physique du XXe siècle là-dedans. Alors, la relativité restreinte nous a appris que, au lieu d'avoir un espace et un temps séparé, le temps ici est représenté comme un sablier, symbolisé comme un sablier. Il est amusant de penser que le sablier a la forme d'un cône de lumière qui aurait pu être tracé ici, parce que c'est une des éléments structurants du bloc espace-temps. Donc, ce que dit Einstein, c'est qu'il n'y a plus espace et temps séparés, mais le contenant de la réalité est un bloc qui mêle intimément espace et temps, où il n'y a plus d'écoulement du temps, mais ça reste un espèce de contenant dans lequel on va mettre le contenu qui est la matière, puisque en théorie de la relativité générale et en relativité restreinte, vous rajoutez la matière comme existant dans l'espace-temps. Alors la relativité générale dit quelque chose de particulier, c'est que si vous rajoutez la matière, vous voyez ici j'ai rajouté de la matière dans l'espace-temps, et vous voyez que l'espace-temps est devenu mou, il est déformé. Donc ça c'est la vision intuitive que effectivement la gelée d'espace-temps, comme on peut l'appeler, l'espace-temps einsteinien de la relativité générale est comme une gelée élastique qui est déformée quand on met des choses à l'intérieur. Donc le contenu matériel déforme le contenant. Si maintenant vous rajoutez la physique quantique, votre grande théorie du XXe siècle, les choses deviennent encore plus compliquées et il faudrait tout un autre exposé pour le dire. Je veux juste donner ici une petite indication. Quel est l'essentiel de la mécanique quantique? Elle est résumée par cette image dite du chat de Schrödinger, même si c'était en fait une comparaison qu'Einstein lui-même avait suggérée à Schrödinger dans une lettre. Il ne parlait pas d'un chat mais d'un baril de poudre, mais il avait bien compris que c'était ça l'essentiel de la mécanique quantique. Vous pouvez avoir ici un chat devant un bécher et un mécanisme qui dépend d'un phénomène microscopique comme un atome. Si l'atome se désintègre, ça lâche le marteau ici qui casse ça, et ça contient un gaz qui empoisonne le pauvre chat. Donc dans la vision classique, soit l'atome s'est désintégré, auquel cas le chat après un temps très bref est mort, soit le chat est vivant parce que l'atome ne s'est pas désintégré. En mécanique quantique, toutes ces alternatives-là coexistent. Il n'y a pas, la réalité ne choisit pas l'une ou l'autre, mais la réalité est une superposition des deux. Donc la réalité est comme un film surimpressionné où vous avez les deux choses qui existent même dans l'espace-temps représenté ici de façon simple. Je vais passer à celui-là. Donc, ce qui veut dire qu'un espace-temps quantique consisterait, par exemple, ici j'ai essayé de représenter quelqu'un qui bougerait d'une certaine façon. Donc ça, dans la vision habituelle, le temps s'écoulerait comme ça, et là j'ai des visions de l'espace à plusieurs instants. Mais en partant de la même position de départ, si vous faites comme ça du Tai Chi Chuan, vous pouvez le faire un peu différemment. Donc ici, vous pouvez avoir quelque chose qui est finalement un peu différent. Et ce que dit la mécanique quantique, c'est que la réalité est la superposition des deux. Ici, au départ, les deux superposés sont les mêmes, mais après, vous voyez que les deux se séparent. Ça, c'est la vision habituelle, où vous séparez espace et temps en mettant la mécanique quantique. Si vous mettez maintenant l'espace-temps, vous voyez qu'il vous faut empiler toutes ces cartes les unes dans les autres, et donc vous avez un espace-temps qui devient lui-même flou, où il y a plusieurs réalités comme ça, que vous pouvez chercher à travers ça, qui coexistent dans l'espace. Et pourquoi je parle de ça? Parce que
quand vous mêlez maintenant relativité générale et mécanique quantique, il se passe des choses qui sont à la pointe de la recherche et qui ne sont pas encore comprises, mais c'est le genre de choses sur lesquelles certaines personnes, beaucoup de personnes dans le monde travaillent, et certaines personnes ici en particulier, ce qui est de savoir si, puisque j'ai dit que l'espace-temps est comme une gelée élastique, mais comme tout milieu élastique, un milieu élastique a une résistance limitée à la déchirure. C'est-à-dire un milieu élastique, si vous essayez de le déformer un petit peu, ça va, il va se déformer et puis il va revenir, si vous lâchez la force qu'il déforme, il va revenir à sa position initiale. Puis après, il y a un niveau de déformation où si vous le déformez trop, c'est irréversible, il ne reviendra pas à sa position de départ. Et puis il y a une déformation, si vous tirez trop, eh bien, il se passe quelque chose dans le milieu, ça peut le déchirer. Eh bien, l'espace-temps, dans cette analogie, est analogue à quelque chose qui peut être déchiré quand il y a des tensions trop fortes à l'intérieur, et c'est ce qui se passe lors de la formation d'un trou noir. Je n'ai pas le temps d'expliquer en détail ce qu'est un trou noir, et pour imaginer ce que c'est, il faut voir que ici, si vous faites des tranches successives, vous avez cette chose qui s'écroule sur elle-même, qui seraient les tranches qui deviennent de plus en plus petites. Ça, c'est une étoile qui est en effondrement, et elle crée une structure dans l'espace-temps où les cônes de lumière deviennent assez particuliers, mais de façon plus intéressante, ça c'est la surface du trou noir, à l'intérieur du trou noir, il y a une zone où la toile espace-temps cesse d'exister. La toile espace-temps même est déchirée. Et si maintenant vous imaginez que vous décrivez ça, donc qu'est-ce que c'est que la formation d'un trou noir dans une théorie quantique, là il y a un problème puisque, comme je décrivais la mécanique quantique à l'instant, l'essentiel de la physique en général, pour décrire le comportement de ce qu'on appelle la matière, du contenu de l'univers, a besoin d'un contenant, à dire, eh bien, je pose, comme les Grecs, disons, du vide et des atomes. Je pose un espace, et puis là-dedans, je pose de la matière. Mais le trou noir est un exemple où vous avez au départ un espace, il y a de la matière, et puis l'espace va disparaître parce que la matière le fait disparaître. Quand il n'y a plus d'espace, comment vous allez arriver à décrire la physique? Est-ce que ça a un sens de dire qu'il se passe encore quelque chose là? C'est le genre de choses que les théories actuelles des physiciens, qui portent le nom M pour, semble-t-il, mystérieux au moins, puisqu'on ne sait pas en fait quelle est cette théorie, et certaines choses qui sont recherchées dans cette direction, en particulier par Nikita Nekrasov du côté de la mousse d'espace-temps, ou pour moi du côté de cet objet qui a ce nom bizarre ici, qui aurait des structures algébriques qui remplaceraient la structure espace et du temps. C'est juste pour vous dire qu'au-delà de la question philosophique, il y a ça. Voilà mon dernier transparent sur lequel je termine pour venir au titre. Le titre, c'était Physique et réalité, parce que je ne suis pas en train d'essayer de vous faire croire que la physique nous dit des choses sûres et certaines sur la réalité, et que, à cause de la relativité, il est prouvé que le passage du temps n'existe pas. Je suis simplement en train d'essayer de prendre au sérieux la physique et de dire, est-ce que, en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui peut m'aider à vivre? Entendre, par exemple, que Schubert, à la fin de sa vie, est-ce que, évidemment, de ce point de vue-là, le fait qu'il soit malheureux, il nous a laissé une œuvre sublime que nous allons entendre, donc nous pouvons nous réjouir de ça, mais d'autres personnes pourraient aussi être moins malheureuses si elles avaient une autre vision du temps. Et l'image, en fait, le concept de lien entre physique et réalité que j'aimerais évoquer n'est pas du tout celui habituel où les gens croient que les physiciens sont des scientistes de base, c'est-à-dire ils croient que la réalité existe et la physique décrit un monde extérieur qui existe. Non, ouvrons-nous un peu l'esprit. Kant a dit que l'essentiel, le résumé de toutes ces idées est dans cette phrase. On a admis jusqu'ici que toutes nos connaissances doivent se régler sur les objets. Ça, c'est la vision habituelle de dire il y a des objets en dehors de nous, et le rôle de la physique, c'est de connaître des choses sur ces objets. Ils sont là, et maintenant la physique va aller chercher les propriétés de cette réalité qui préexiste. Et quand que l'on cherche donc une fois, ça a dû être traduit par un Belge, que l'on cherche donc une fois, si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que les objets se règlent sur notre connaissance. Ce qui paraît totalement absurde, mais qui est en fait très profond, qui consiste à dire que les objets n'existent pas en dehors de nous, que la physique construit les objets, en fait. Et Einstein disait quelque chose qui est relié, mais qui est un peu différent, qui est, parce qu'Einstein était quelqu'un qui réfléchissait philosophiquement à ce que nous dit la physique sur la réalité, il disait, la véritable difficulté tient à ce que la physique est une sorte de métaphysique. La physique décrit la réalité, entre guillemets, or, nous ne savons pas ce que c'est que la réalité. Nous ne la connaissons qu'à travers la description qu'en donne la physique.
Et donc son seul conseil pratique, à mon avis, c'était, à part d'autres que je développe dans mon livre d'ailleurs, c'était, comme il le dit à Michele Besso, de prendre au sérieux ce que nous suggère la physique. On n'est pas forcé, on peut garder la philosophie que nous ont appris nos parents, croire que le temps existe, que tout est irréversible, mais la physique nous suggère des choses, à la fois ça construit une nouvelle réalité, et donc nous pouvons adapter notre image de la réalité à ce que la physique suggère. Donc je vous engage simplement à faire ça, et en particulier, je pense que c'était essentiellement ce que les stoïciens, dans leur période active, entre moins 300 avant l'ère chrétienne et plus 100 pour Épictète, disons en gros, qu'est-ce que faisaient les stoïciens? Les stoïciens venaient, après pas mal de développement de la rationalité grecque, qui avait introduit l'idée que le monde était rationnellement compréhensible. Et ces philosophes-là ont essayé de fonder une sagesse, une sophia, comme une philosophie, qui soit fondée sur une connaissance rationnelle de la nature. Et on voit que, par exemple, l'idée du déterminisme joue un rôle essentiel dans la philosophie stoïcienne. Une grande partie de la philosophie stoïcienne était fondée, en fait, sur la physique aussi. Je ne suis pas en train de dire que tous les mystères de la physique moderne sont contenus dans Épictète, mais je suis juste en train de dire que c'est ce genre d'approche que je défends. La physique est un des éléments qu'a l'humanité pour s'élever à une certaine hauteur. Et la physique nous montre qu'il y a de la rationalité à l'œuvre dans l'univers, et nous pouvons utiliser, essayer de développer une image de la réalité qui digère et prend en compte ce que la physique suggère. Après, à chacun de choisir sa voie. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais vous savoir, cher Thibaut, ce que tu pensais de la flèche du temps vue sous l'angle de l'inflation. Est-ce que l'inflation n'est pas une théorie qui permet, à travers ce que tu as dit, le second principe de la thermodynamique, de fixer une flèche du temps, sachant que l'entropie, j'allais dire au commencement, c'est déjà un concept temporel. Mais disons que l'entropie du champ scalaire, l'entropie de la première chose existante, est faible parce qu'elle est très ordonnée. Est-ce que ceci ne fixe pas une flèche du temps? Je ne parle pas de la flèche du temps. Non, je pense que la réponse est oui, techniquement, plus ou moins, même s'il y a des problèmes, puisque il n'est pas très clair quand on fait l'inflation chaotique, c'est-à-dire qu'on part justement d'un état absolument chaotique, d'être sûr de prouver qu'effectivement, on va pouvoir démontrer ce qu'il faut pour la thermodynamique, c'est-à-dire que l'état a une très forte dissymétrie entre le passé et le futur. Mais en gros, je suis d'accord avec toi. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans ma représentation de l'espace-temps, si c'était par exemple toujours le cas, ça voudrait dire que justement, ça va dans le sens que dans un espace-temps comme ça, s'il y a un mécanisme d'inflation qui peut arriver là, il peut aussi arriver là, et donc ça permet de concevoir des espaces-temps où ce qu'on appelle flèche du temps ne serait pas la même partout. Pour le propos de ma conférence, c'est tout. Je ne suis pas techniquement à vouloir expliquer ici pourquoi on a l'illusion que le temps existe, juste dire que globalement, les choses sont peut-être plus compliquées que ça. Juste un commentaire. Penrose lui-même a fixé... Oui, je sais. Oui, et je suis pas d'accord dans le détail avec ce que dit Roger Penrose, mais je pense qu'il a raison de garder notre attention sur ce point-là, que c'est pas clair si on a compris en physique l'origine de l'universalité dans le petit morceau d'espace-temps que l'on voit. L'inflation est sans doute un des éléments là-dedans. Pour le point important pour moi, ça consisterait à dire que justement, il faut des conditions particulières comme des inflations particulières pour dire que localement, on aurait le sens que le temps s'écoule comme ça, mais qu'ailleurs dans l'espace-temps, beaucoup d'autres choses sont possibles. Point de vue conceptuel, c'est la seule chose qui m'intéresse. Même si c'est pas notre univers. Dans notre univers, on n'a pas le choix. Hein, c'est vrai que... Bon. Oui, j'aimerais savoir ce que tu penses à propos de l'existence de l'espace-temps dépourvu de toute matière. Moi, j'ai du mal à imaginer ça. Au contraire, la matière sans l'espace-temps, tu viens de le dire, même
avant le Big Bang, vu la conservation du nombre baryonique, quand même, elle existe indépendamment. La conservation des nombres baryoniques, il faut voir, mais Oui. si tu parles vraiment de savoir ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est un domaine de recherche très intéressant et on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. À mon avis, il est concevable, du point de vue de la mécanique quantique, il est tout à fait concevable d'avoir, j'aurais dû dire ça, des états physiques où il n'y a ni espace ni temps. Est-ce que en plus ces états n'ont pas de matière, ça c'est encore plus fort, mais disons qu'il y a de la matière et ni espace ni temps, il peut y avoir matière et espace et temps. Oui, la formulation. Chez Einstein, il peut y avoir espace et temps sans matière aussi. Je veux dire, en univers, il n'y a que des ondes gravitationnelles, même si Einstein au début n'y croyait pas à cause du principe de masse. C'est vrai. Madame Choquet. Voilà, mais sans ondes gravitationnelles, sans rien. Tout est possible. Donc l'existence de l'espace-temps sans rien. Sans rien d'autre. Mathématiquement, c'est prouvé. Non, non. Physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Qui observerait ça? Mais on n'est pas sûr de ça. Il est sûr qu'il n'y aurait personne pour l'observer, pour En théorie. le constater. Ah, mais ça, c'est autre chose, c'est une considération anthropique. Nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas de matière, il n'y avait que de l'espace-temps, nous ne serions pas là. C'est vrai. Oui, la température, c'est une propriété qui émerge en physique. Est-ce que pour vous, le temps et l'espace émergent aussi quelque chose de plus primitif? Exactement, c'est quelque chose que j'avais pensé pouvoir dire à un moment, c'est très bien que vous le disiez. L'espace-temps est analogue à la notion de température qui existe quand on a certaines conditions, un grand nombre de particules qui sont réparties de façon aléatoire dans leur distribution possible de position et de vitesse, et là la notion de température fait sens. Si vous réduisez le nombre de particules de plus en plus, la notion de température de l'ensemble des particules va cesser d'avoir... la plupart des gens, ça c'est quelque chose qui est absolument admis aujourd'hui, que l'espace-temps est un concept émergent, c'est ça. Qu'il n'existe que dans certains états, qui sont les états de l'espace, de la réalité auquel on est habitué, et certainement ceux dans lesquels on vit, mais il peut y avoir des états sans espace-temps. Concept émergent. Oui, tu as parlé du débat en 22 entre Einstein et Bergson. Visiblement, il n'y a pas eu de débat, d'après ce que tu as dit, et pratiquement pas. Et le livre d'Bergson, si j'ai bien lu, est paru en 23. Oui. Est-ce qu'Einstein a réagi publiquement à ce livre? À part cette phrase unique dans cette lettre. Il y a d'autres phrases comme ça. Visiblement, Einstein a lu le livre de Bergson plus tard. Il a rencontré, il y a d'autres phrases où, par exemple, on voit qu'Einstein rencontrait Bergson parce qu'ils travaillaient ensemble dans les commissions de la Société des Nations. Ils essayaient d'aider l'État du monde à cette époque-là. Et Einstein écrit des phrases en disant « J'évite de parler avec Bergson parce qu'il est resté fixé dans ses convictions, donc c'est pas la peine de discuter. » Donc Bergson est toujours resté. Jusqu'à la fin de sa vie, il a dit « On m'a mal compris. » ça. Alors il y a des choses visiblement fausses quand on lit ce qu'il dit. Donc, moi j'ai un certain nombre de remarques qui sont les objections. D'abord, je voudrais défendre Bergson. C'est-à-dire Défendre ce qu'il dit sur le voyageur. Oui, absolument, parce que Ça, il est prouvé qu'il il est prouvé quoi Il est prouvé que des objets physiques Oui, mais nous ne ne sommes sont pas pas le même temps. Oui, mais Nous sommes aussi des objets physiques. Nous ne sommes pas que des objets physiques. Donc, ce à quoi tu as fait allusion contre Bergson, c'est ce que tu appelles le paradoxe des jumeaux. Tu dis le paradoxe des jumeaux aujourd'hui est démontré. Ce qui est démontré, c'est qu'on a fait tourner des horloges et qu'on s'aperçoit qu'il y a quelques millionièmes de secondes d'écart. Oui. Mais aussi que ça marche avec une formule mathématique dont le prolongement analytique montre que ça peut devenir aussi grand que tu veux. Donc quand tu dis Faut paradoxe pas des jumeaux, non mais il y a un implicite, c'est-à-dire que tu extrapoles à partir d'une mesure sur quelque chose d'extrêmement petit qui a été réalisé, tu extrapoles qu'il en serait de même pour des jumeaux dont l'un serait envoyé dans une fusée extrêmement rapide avec des accélérations telles d'ailleurs que le jumeau en question serait complètement écrasé. Non, donc c'est pas vrai ça. Comme je l'ai dit, mais rapidement, il suffit d'avoir une accélération égale à 1 g, c'est-à-dire la vitesse de la gravité sur Terre. Donc ça, on supporte ça, on est tous en train de le supporter. Et donc tu as un temps incompressible là-dedans qui est 6 mois pour un et 6 mois pour revenir. Oui, et sur 65 millions d'années, je négligeais 1 an. Donc de ce point de vue-là, mais il y a une extrapolation, c'est vrai.
Mais La oui, physique est mais faite oui, d'extrapolation. Oui, Et la mais alors- physique marche, en général. Oui, mais il n'empêche que cette expérience-là n'a pas été faite. Enfin, bon, d'ailleurs, tu l'as dit, il s'agit d'une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée est fondée sur une extrapolation, donc sur des implicites de nature philosophique. Non, ça n'est C'est pas implicite, philosophique. tu vois, donc J'ai la une position de philosophie Bergson, minimale, qui est que Minimale. nous sommes aussi susceptibles d'avoir une description physique, je veux dire. l'objection Je de ne suis pas Bergson, matérialiste, mais nous sommes faits de matière aussi. non, mais l'objection de Bergson, c'est qu'il n'est pas prêt à abandonner la sensation qu'il a, et que d'ailleurs nous partageons avec lui, d'un passage du Non, temps à que tu chaque partages instant. peut-être, mais que Proust ne partageait pas. Non, mais comme je te l'ai Que je déjà ne fait partage remarquer pas. plein de fois, tous les jours à 13h, tu te pointes au petit déjeuner. Au déjeuner, ton exposé d'aujourd'hui était annoncé à 4h30, Ça n'a rien à voir. etc. Je le dis Si, tous les mais jours, si, ça n'a rien à mais voir. si. Mais bien sûr que ça a à voir. Hein, à la fin, tu as parlé C'est pas le passage du temps, ça. de l'influence que la physique et notre vision de la physique pourra avoir sur nos vies. Je ne vois pas que tu vis d'une manière différente que moi, qui, pour l'essentiel, ne suis pas d'accord avec, Peut-être que si. avec ce que tu dis. Peut-être que c'est. Peut-être que c'est. Non, mais, donc, bon, ça c'était ma première remarque. Non, mais sur la question de l'équivalence de l'espace et du temps, donc, il me semble, donc, bien sûr, cette équivalence existe dans la théorie de la relativité générale, mais donc pour moi qui suis mathématicien, je suis tout de même tenté de dire qu'elle était déjà implicite au fondement de la science moderne. Je veux dire que dans le fait même de remplacer des objets physiques par leur mesure, c'est-à-dire qu'on mesure de l'espace, on mesure du temps, et dans les deux cas, on les mesure par quoi? Par des chiffres, c'est-à-dire par la même chose. Enfin, ou éventuellement on les représente graphiquement, c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec en dessinant des... Donc, bon, par exemple, lorsque tu as parlé des trains, il y avait une dimension d'espace, une dimension de temps, et sur la feuille de papier, la dimension de l'espace et de la dimension de temps n'étaient pas distinguées l'une de l'autre. Enfin, on pouvait se souvenir que l'horizontale c'était l'espace, que la verticale c'était le temps, mais on pouvait aussi retourner la feuille de papier. Donc en quelque sorte l'équivalence, elle était déjà là dans la représentation. Hein, donc Oui, il y a une ce que je dis, c'est homogénéité de la représentation mathématique. mais voilà, donc qui permet ça. est-ce qu'on ne peut pas dire que Einstein finalement n'a fait que pousser au bout quelque chose qui était déjà implicite au fondement de la science moderne dans simplement le processus de la mesure et également l'équivalence finalement de la géométrie et du nombre, hein, le fait de représenter les nombres de manière géométrique ou de représenter les points géométriques par des nombres, par les coordonnées cartésiennes. Hein, et donc, et alors qu'ensuite, avec la théorie d'Einstein et tous ses succès merveilleux, donc on s'aperçoit que effectivement le temps et l'espace paraissent ne plus pouvoir être distingués, mais que par ailleurs nous continuons à percevoir le temps et l'espace comme deux choses complètement différentes. Donc est-ce que la question qui se pose, ce n'est pas de savoir s'il faut, disons, discuter le fait que l'espace et le temps puissent être réduits à des mesures. Hein, tu vois, le titre de ton exposé, c'était donc physique et réalité. Hein, mais là, donc il y a quelque chose qui évidemment est toujours implicite dans la science moderne, c'est que on considère que la réalité est réduite à ces mesures. Non, pas réduite, elle est décrite. Oui, décrite par ces mesures, c'est-à-dire les mesures rendent compte de la réalité. Hein, mais ici, c'est une prise de position philosophique qui en fait, elle la crée même. Donc là, je voudrais citer un autre nom de philosophe que tu n'as pas cité, mais qui est quand même extrêmement important, voilà, parce que justement, il a réfléchi au fondement de la science moderne, qui est Husserl, en particulier dans son livre sur la crise de la science européenne. Hein, donc il reprend à son fondement la science moderne, c'est-à-dire Galilée, et même avant Galilée, et il examine précisément ces questions. Hein, donc je ne vais pas dire toutes mes remarques, mais quand même j'en ai encore... Non, parce qu'à propos de Husserl, on va peut-être s'arrêter là, mais j'aimerais répondre tout de même que, en revanche, Heidegger, dont beaucoup de personnes... Heidegger est un élève de Husserl. Qui est un élève de Husserl, donc tu reconnais que c'est peut-être un bon point pour toi. Donc notre maîtresse 1928 s'appelle Le maître est plus que le disciple. Être et temps.
et qui, beaucoup de gens pensent que c'est le temps au sens habituel. En fait, dans ses derniers écrits, il a dit oui, mais être et temps, il faut le comprendre comme Dichtung et Anwendheit, c'est-à-dire éclaircie et présence, qui ne font absolument plus référence, c'est-à-dire la possibilité que le Dasein, l'être humain, ait accès à quelque chose, et la présence du présent. Donc, à mon avis, cette pensée d'un autre philosophe du XXe siècle est tout à fait compatible avec ce dont je parlais, qui n'a pas besoin du passage du temps pour avoir la présence du présent. C'est ce qu'on est en train de dire. Proust dit, nous sommes éternels. Oui, le présent est éternel. Il n'y a pas de passage du temps. Donc l'expression que tu emploies, donc présence du présent, me fait penser à un autre philosophe important qui a une théorie extrêmement riche sur le temps et que tu l'as pas cité, à savoir Saint-Augustin, donc il dit des tas de choses sur le temps, et en particulier, donc à un moment, il dit qu'il ne sait pas ce que sont le passé, le présent et l'avenir. En revanche, il dit ce que je sais, ce que je connais, c'est la présence du passé, qui est le présent du passé, qui est la mémoire, le présent du présent, qui est la présence, donc que ensuite Heidegger a repris avec l'expression de Dasein, etc., et le présent du futur, qui est l'attente. Mais c'est dire que la représentation qu'on donne, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une idée du temps beaucoup plus subtile que ce qu'avaient les imbéciles qui nous ont précédés dans l'histoire. Cette vision-là, elle est fausse. Oui, c'est-à-dire que la théorie du temps, donc, par exemple, chez Saint-Augustin, elle est infiniment plus subtile que le schéma simpliste que tu as donné avec non, mais il y avait des pointillés. La lamelle de présent. Il y avait des pointillés. La présence du passé, il y était. La dernière remarque que je voudrais faire. Après, on peut priver peut-être d'autres personnes. On se voit tous les jours. Si vous me permettez, j'aimerais apporter la discussion sur le plan métaphysique. Que ce soit les Tibétains ou les moines du Mont Athos qui vivent pratique comme il y a 1000 ans, ce qui veut dire que nous connaissions ces choses même chez nous, mais nous les avons oubliées. Dans le monde, rien n'est permanent, tout est impermanent, c'est l'expression, sauf une chose que nous connaîtrons après la mort éventuellement. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu l'expérience de proximité de la mort racontent qu'ils s'orientent vers quelque part où il n'y a pas de temps et d'espace, ou plutôt ils peuvent voyager dans les deux sens du temps et n'importe où dans l'espace, à n'importe quel instant. Ce qui me rappelle l'expérience de Einstein, Podolsky, Rosen, où imaginons deux poissons sur deux écrans de télé qui tournent symétriquement l'une dans un sens en même temps que l'autre dans l'autre, qui nous dit qu'en fait il y a un seul poisson dans un autre monde et qu'il y a deux caméras qui le filment. Alors dans cet autre monde, il n'y a non plus les coordonnées espace et temps. Est-ce que ces choses que je viens d'évoquer, vous pouvez les réunir dans une petite histoire? D'abord, tout ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai fait attention de... Oui, on a en fait des contraintes de temps. Oui, non, je vous rappelle qu'après le programme musical, il y a le buffet où vous pouvez encore... Voilà. Je suis sûr que Thibault sera content de juste pour dire un mot, continuer la discussion. J'ai fait exprès de ne pas aborder le côté métaphysique ici, parce que les conceptions métaphysiques sont à chacun la sienne. C'est que Laurent Laporte n'a pas la même que la mienne. Mais j'ai été complètement neutre de ce point de vue-là, même si le but de cet exposé est de dire qu'il n'y a pas forcément que la physique peut aussi aider certaines personnes à penser des choses, mais en tout cas la physique est neutre finalement. La physique n'a pas à nous dire la vérité, c'est ça, c'est juste pour proposer, si ça enrichit une certaine conception métaphysique. Une petite intervention parce qu'après on passe à la vidéo. Oui, deux petites questions. Du point de vue de la relativité générale, l'univers ou un univers, c'est donc un bloc, et ce bloc, on peut dire, c'est une variété plus ou moins différentielle, avec une certaine structure, etc. Quelle est la place de l'incertitude là-dedans? Parce que ton schéma des nouilles un peu brouillées, etc., ça veut dire de l'espèce de variété différentielle entremêlée. C'est quoi l'incertitude? C'est quoi l'incertitude? Voilà, la question ici, c'est comment penser la réalité quantique. L'essentiel de ce que j'ai dit, c'était comment penser la réalité relativiste classique. Alors, comment penser l'incertitude? Oui, mais comment penser la réalité quantique? Eh bien, il faut
évacuer la notion d'espace et de temps et passer à ce que j'appelle le quantique du quantique, c'est-à-dire dire que c'est la physique quantique qui définit les objets, définit la réalité quantique, et que ça n'inclut pas espace et temps, en fait. Il faut changer son esprit. Sinon, on reste bloqué à croire que c'est une variété qui devient floue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera la prochaine conférence. Voilà. Thibaut, juste un petit mot pour monsieur. Parce que je suis très content parce que j'ai enfin compris pourquoi Sioran était roumain. C'est parce qu'il était un trose. C'est pour ça qu'il a été du malheur d'être né. Voilà, exactement. Voilà, merci Jean-Claude. C'est le mot de la fin, là. Alors, après la musicale, et là, je vous invite à côté.